vous avez été sur plusieurs registres, et je retiendrai un registre sur lequel vous avez été particulièrement subtil, c'est la question éthique. Alors, il y a la question du consentement, dont on sait depuis toujours, depuis le Code Nuremberg, toutes les ambivalences. Mais derrière le consentement, il y a la responsabilité du professionnel vis-à-vis d'une personne souvent en situation de vulnérabilité qui cherche à lui faire confiance. Donc il y a un engagement que vous prenez en tant que médecin par rapport à une personne malade. Alors derrière tout ce que vous dites, est-ce qu'on n'est pas dans une rupture, finalement, beaucoup plus que dans une évolution, de ce qu'est finalement la pratique médicale, la relation à la fois avec une personne en particulier, dont on sait que les données qu'elle va mettre à la disposition finalement de la connaissance sont indifférenciées à un moment donné. Donc il y a tout ce travail aussi d'information, d'un consentement, sachant que vos données auront, même si ça a toujours été le cas dans le cadre de recherche, là ça donne une signification particulière. Bref, est-ce qu'on n'a pas à renouveler effectivement les repères en matière d'éthique et surtout, et je termine sur un point, la question de la responsabilité. Puisque ce que vous dites, c'est que finalement vous êtes des acteurs, souvent promoteurs, mais de plus en plus instrumentalisés. Vous êtes de plus en plus dépendants de données dont vous ne maîtrisez aucun des éléments constitutifs, si ce n'est que c'est vous qui les recueillez, d'accord? Et de plus en plus, votre autonomie, par exemple, votre capacité de discerner par rapport à l'intérêt supérieur de la personne malade, par rapport à tous ces facteurs d'une expertise que vous avez en tant que clinicien, tout ça est remis en cause. Donc comment, par quels moyens, pour être très très concret, arriver à trouver des repères dans un contexte dont on a le sentiment, et je trouve que Philippe l'a dit avec beaucoup de justesse, même s'il était nuancé de son propos, il y a quand même des enjeux financiers qui sont derrière tout ça, qui risquent de remettre encore davantage en cause la pratique médicale. Tout à fait. La réponse pragmatique que j'y apporterai, c'est l'implication, l'interaction avec les associations de patients. C'est qu'il est totalement impossible d'être dans cette démarche, de laisser le médecin, laisser le clinicien chercheur tout seul face effectivement à cette responsabilité, à ce risque de manipulation. Et ça, je crois vraiment que c'est absolument fondamental. L'essai dont je parle là, j'avais tenu à ce qu'une des responsables de l'association fasse partie du comité de surveillance de l'essai, c'est-à-dire quand on a des effets indésirables. Aujourd'hui, les associations de patients, pour certains, sont devenues, à mes yeux, des professionnels de santé en mettant dans ce terme-là la compétence. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aujourd'hui sont parfaitement capables de discuter, et il y en a un certain nombre dans la pièce, de ce que je viens de dire là de manière aussi compétente. L'avantage peut-être que les chercheurs et les cliniciens chercheurs soient dépassés, c'est que finalement ils se retrouvent sur un certain plan d'égalité avec les représentants des patients, les familles. Et je crois vraiment que par ce dialogue-là, ce discours-là, on peut avancer sur ce consentement. Parce que rappeliez effectivement l'historique depuis Nuremberg de la réflexion sur le consentement, mais réfléchissons aussi à ce qui se passe sur le droit aux essais demandé par certaines associations de malades, notamment aux États-Unis et au Canada, où on a vu les premiers essais qui pouvaient être promus en dehors de tout monde médical et scientifique. Et donc je pense que ces deux modèles ne sont pas souhaitables. Le seul modèle, c'est celui d'une coopération. Mais je ne sais pas si je réponds à votre question. Si on me permet juste un suivi par rapport à la question, vous avez employé le terme de pertinence. Il y a pertinence, compétence. Alors nous, on reconnaît l'expertise de la personne malade. Mais si vous, en tant que clinicien, promoteur, investigateur, vous êtes remis en cause dans votre compétence propre, comment voulez-vous que des personnes qui sont quand même quelle que soit la transmission des savoirs qu'ils ont acquis, c'est comme vous qui les avez transmis, c'est vous qui avez participé à l'émergence de cette culture d'expertise. Donc ce qui est assez pathétique, c'est qu'on a l'impression qu'il reste une espèce d'apparence de régulation, et derrière tout ça, il y a tout un ensemble de mécanismes assez invisibles dont on a le sentiment que ça remet quand même en cause votre pratique, le sens de votre pratique, et je termine, surtout la relation de confiance entre une personne qui de plus en plus va être dans un environnement de big data. Et si vous avez du mal à vous repérer, imaginons les personnes malades. Et derrière le point associatif, et je termine sur ce point, ça a été évoqué aussi tout à l'heure par Philippe, souvent des associations sont assez manipulées par des industriels, et on peut aussi comprendre que leur envie, leur espérance, c'est de trouver coûte que coûte un traitement. Donc la pertinence du lobby associatif, quelquefois, doit être aussi un peu discutée. Mais alors, je crois qu'il y a beaucoup de différences entre les associations. On voit un panel extrêmement divers dans les associations. Moi, c'est vrai que dans le domaine des maladies rares, je dois avouer que je suis bluffé de leur compétences, leur professionnalisme. Et un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que l'expertise des associations provient des scientifiques et des médecins.
je pense, et on fait des travaux de recherche en sciences sociales à Angers sur ce domaine avec le professeur Alain, qui est neuropsychologue, pour essayer d'apprendre aux professionnels l'expertise des associations de patients et l'expertise des familles. Et je crois que on n'est plus du tout dans un schéma vertical et qu'on est beaucoup plus dans un schéma translationnel. Mais ce que je dis là, je suis conscient que je réponds que très partiellement à votre remarque. La notion de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on est en train de dépersonnaliser complètement le consentement. On a l'impression qu'il y a un consentement absolu qui fait que les gens vont dire oui je participe, non je participe, qu'ils ont toute l'information de manière indépendante. C'est faux, c'est jamais comme ça que ça se passe. Même si on séparait la notion clinique de la notion recherche, c'est-à-dire que c'est le chercheur qui propose et qui dit voilà la liste du consentement, il va faire quoi le patient ? Il va téléphoner à son médecin pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, docteur. Et c'est comme ça dans 97%, que ce soit la vaccination contre le papillomavirus, que ce soit le dépistage du cancer colorectal, s'il n'y a pas une adhésion du milieu médical, il y a quand même cette relation. Et je crois que c'est quelque part ce qui protège. Le problème, c'est qu'il y a une intoxication d'un certain nombre de gens qui vont vous expliquer que non, on peut faire de la recherche de manière indépendante. Le premier, c'est 23andMe. Alors, il faut voir les motivations qu'il y a derrière. Il y a certes des motivations financières, mais aussi des motivations existentielles. Sergey Brin qui a créé 23andMe. Sa mère est atteinte d'un Parkinson familial qui a débuté à l'âge de 55 ans. Et avec 23andMe, il a identifié une mutation dans le gène LK2R qui va lui-même signer le fait que Sergey Brin a un moment. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de monter, il trouve que la science ne va pas assez vite, il essaie de monter un autre système de récupération d'informations qui a son efficacité pour essayer d'avancer là-dessus. Donc, je pense qu'il y a des intérêts concurrents là-dessus qu'il ne faut pas oublier. Et qu'il y a une chose au moins qui protège un certain nombre de personnes, c'est cette relation de confiance. À un moment, il faut qu'il y ait un référent. Il faut qu'il y ait quelqu'un vers qui, en toute confiance, le patient puisse se retourner, que ce soit pour le choix du traitement, parce que même nous, on n'est pas capable des fois d'avoir à choisir. On dit au patient, bah, c'est vous qui choisissez. C'est d'une grande lâcheté, quoi, à un moment ou à un autre. On le laisse face à ses responsabilités tout seul. Autre exemple de cette nature-là, les officines qui font ce diagnostic. Bon, vous pouvez le faire en France, hein, si vous ne vous faites pas choper, de toute façon, bon, il ne se passera rien. Vous envoyez, donc il vous envoie le petit kit, vous mettez payer $99, il y a des promos avec la carte bleue, vous renvoyez ça, et il vous renvoie les résultats au bout de 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, il vous envoie 2 types de résultats, savoir que vous avez le gène du coureur de fond éthiopien, c'est super, hein, je bien. Et puis ils vous mettent un petit coffre-fort dans lequel ils ne vous donnent pas les résultats cash, comme ça, vous devez l'ouvrir. C'est votre responsabilité de l'ouvrir. Dedans, il y a BRCA1, il y a les repeats de Huntington, il y a tout ça. Oui. Donc à un moment, vous êtes seul face à votre ordinateur à ouvrir ça. Et quand vous allez ouvrir ça, ça va peut-être changer complètement le sens de votre vie. Alors si c'était que de votre vie, je ne dis pas, mais en plus de tous vos enfants et ainsi de suite. Donc là, il y a un vrai gros problème de relation et d'intermédiation qui doit être faite par quelqu'un qui est, bon, on va prendre le médecin généraliste ou médecin traitant, qui lui-même doit être formé pour plein de choses parce qu'il y a cette relation de confiance. Et je ne pense pas qu'on puisse dépersonnaliser le consentement. Il faut que, alors, le consentement, il y a 2 termes, il y a le consentement éclairé. D'accord ? Il y a l'éclairage, mais c'est hyper difficile. Regardez nos étudiants en médecine, quand on va leur expliquer tout ça, ils vont mettre quand même 10 ans avant d'absorber ça. Et vous ne pensez pas que quand vous aurez expliqué ça pendant une demi-heure, quand vous prenez le temps de le faire, sur l'éclairage à votre patient qui est dans un système, dans une angoisse complète, si vous voulez, il va pouvoir être éclairé mieux que ça. Donc je pense que cet élément-là, et je pense qu'il n'y a pas conflit d'intérêt, justement, entre le fait que recherche et clinicien, ou que clinicien averti de la recherche est un élément important, il ne faut pas que ce soit séparé. C'est un avis très personnel. Voilà. Puis j'avais une deuxième... Bon, je veux pas... C'était juste, peut-être là-dedans, il y a le consentement recherche et le consentement diagnostic. Là, je rejoins tout à fait sur le consentement du diagnostic clinique, du diagnostic génétique. Et je disais encore une fois, l'expérience qu'on a depuis 20 ans dans le diagnostic présymptomatique de la maladie de Huntington, je pense, doit servir énormément pour l'avenir, parce qu'on a vu l'impossibilité de laisser des patients seuls avec un diagnostic. Je raconte toujours que après un rendu de résultat de maladie de Huntington, le seul suicide que j'ai eu parmi mes patients immédiatement après un diagnostic, ça a été après une bonne nouvelle. Ça a été après une nouvelle annoncée à quelqu'un qu'il n'était pas porteur du gène. Parce que l'identité qui était la sienne, l'identité était celle de sa famille, était la maladie. Et le fait de ne pas être porteur du gène était un rejet, je n'appartiens plus à ma famille, et ce n'était pas
supportable. Et on a appris maintenant qu'il fallait être présent, disponible, parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, j'en suis convaincu, une annonce diagnostique. On connaît quelques très mauvaises manières de le faire, on pourrait en décrire, mais des bonnes, j'en connais pas. Pour moi, ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise annonce d'un diagnostic comme ça, c'est ce qu'on propose derrière. C'est le numéro de téléphone portable et pas 3 secrétaires sur le corps desquels il faut passer pour arriver à contacter le médecin. C'est ce que l'on peut offrir comme, entre guillemets, service après-vente. Ça, je crois beaucoup, donc je pense qu'il faut se servir de cette expérience. Sur la recherche, je trouve que c'est compliqué. C'est vrai ce que vous dites dans des maladies communes. Je pense que si on propose des choses sur la maladie d'Alzheimer, un médecin généraliste, il sait ce que c'est qu'une maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai peut-être le biais des maladies rares pour lesquelles beaucoup de médecins généralistes, et on le comprend, sont en grande difficulté et systématiquement ont peur de ne pas savoir, de ne pas bien faire. Et vont renvoyer, on voit ces patients qui viennent chez nous, patient qui a une maladie d'Huntington, il a une infection urinaire, on nous l'envoie pour traiter l'infection urinaire. Alors on renvoie son médecin en disant vous traitez comme n'importe qui d'autre. Et je ne suis pas sûr que ce soutien-là, par exemple, puisse exister, en tout cas moi dans le domaine qui est le mien, qui est celui des maladies rares. Bonjour, Christophe Nadine Forestier de la Salpêtrière. Je suis clinicienne avant tout et je voulais vous faire part d'une expérience m'occupant essentiellement de maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Charcot, plus ou moins associée à des troubles cognitifs d'ordre frontaux. Je crois que l'évolution nous dépasse dans le temps. Moi, j'ai vécu cette première phase où j'appliquais ce que j'avais appris comme toi en amphithéâtre, à savoir que quand on a un patient qui vient, il vient avec une interrogation, il a une quête, tu réponds et tu vas chercher ce que tu sais trouver. Donc il y avait une expertise clinique, on a mis du temps à apprendre avec la sémiologie, etc. Donc il y avait quelque chose d'assez gratifiant dans notre relation patient et soignant. Très vite, dès qu'on a commencé à comprendre que les maladies neurodégénératives étaient finalement un exemple particulièrement criant et je dirais même bouleversant, que finalement ça fait partie des maladies génétiques peut-être plus fréquentes, les plus fréquentes dans toutes les pathologies qu'on peut avoir d'organes. On a eu donc une consultation qui s'est modifiée à avoir ces fameux présymptomatiques ou familles de patients qui sont venus nous interpeller en disant mais on ne peut pas rester dans l'incertitude, on veut savoir. Mais ça a duré quelques mois, quelques années, et là les choses nous échappent. Parce que nous avons effectivement une sorte de comportement national par rapport à ces présymptomatiques qui n'est pas du tout clair pour l'instant, en tout cas dans le cadre de la maladie de Charcot, la sclérose amyotrophique. C'est pas du tout clair, donc vous avez des équipes qui vont faire des déterminations génétiques tout azimut sur les présymptomatiques pour faire des papiers. Donc ça, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas éthique. Et puis il y en a d'autres qui sont, comme chez nous à Paris, très réservés, on commence à réfléchir et on est très lent. Et puis maintenant, on voit arriver des gens qui ont effectivement, famille de malades, ont fait leur détermination ailleurs et qui ont ouvert ce fameux coffre-fort. Donc sans s'être posé la question de présymptomatique ou pas présymptomatique, nous demandent une expertise de médecin avant tout signe, alors qu'ils ont déjà leur détermination génétique. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très très rapide à mettre en place sur le plan national, voire sur le plan européen, à savoir comment fait-on et surtout comment coordonnons-nous nos expertises, parce que on va dans le nord de la France, on va dans l'est de l'Europe, ils auront tout un autre comportement et nous récupérons des familles, des personnes qui ne sont pas encore malades dans des états effroyables. Et je pense qu'il y a une réflexion vraiment, vraiment éthique urgente à mener. Il marche le micro. Oui, juste un mot pour répondre à Nadine, je crois que tu as parfaitement raison. Il y a une chose que tu as soulevée, je pense que juste pour le remettre en exergue, j'ai passé une diapositive que j'avais faite dessus parce que j'ai pensé que ça serait trop long, qu'il fallait laisser du temps à la discussion. C'est la place des publications là-dedans. Là, que les big data posent un problème d'éthique de publication, j'en suis convaincu, que derrière des merveilleux papiers Princeps dont on en a vu un dans la première présentation, je crains que ce ne soit les quelques magnifiques arbres qui cachent la forêt et que la forêt aujourd'hui de
foule de publications avec peu d'autres intérêts qu'alimentaires. Voilà, je ferme là parce qu'on pourrait faire un débat entièrement là-dessus, mais c'était important. Ce que tu dis aussi, et c'est très intéressant, l'arrivée, par exemple, de la maladie de Charcot dont tu parles, de la sclérose latérale amyotrophique, dans notre champ, c'est très étonnant d'ailleurs. Un gène majeur d'une maladie génétique découvert c'est 2011, le papier sur C9. Octobre 2011. Avec tout ce qu'on connaît depuis Huntington, c'est 93, les grands gènes des ataxies spinocérébelleuses, 94-95, la paraparésie spastique, ces grandes maladies, on est au milieu des années 90. Une maladie comme la maladie de Charcot, 2011, on trouve un gène majeur. Et encore plus, ce qui nous remet encore plus en cause dans notre fonctionnement, c'est que jusqu'à présent, tout notre raisonnement, quand on cherchait la généalogie de patients, c'était de chercher, est-ce que vous avez la même maladie que le cas index ? Or, ce que l'on a découvert, qui existait déjà un tout petit peu avant, mais uniquement à la marge dans des gènes extrêmement minoritaires, dans la maladie d'Alzheimer et ces pathologies-là, mais ce qu'on a découvert avec ce gène majeur, c'est qu'en plus, il pouvait être responsable d'à peu près toutes les autres maladies neurodégénératives. Et que C9 ou RF72 peut être responsable de démence frontale, ce n'est pas très étonnant quand on est dans le cadre de la SLA, mais aussi de formes d'Alzheimer, de formes particulières de type d'aphasie primaire, de maladie Steele-Richardson, d'atrophie multisystématisée, et finalement, on va être dans une logique, dans l'enquête familiale, là aussi, d'arriver sur une quantité de données que l'on va devoir gérer, là, cette fois-ci, comme clinicien, pour essayer de répondre à ces questions, qui, aujourd'hui, nous met en difficulté. Maintenant, je dirais que c'est peut-être aussi, pour terminer, je ne voudrais pas être uniquement sur des choses négatives, sur quelque chose de positif, c'est quand même quelque chose d'absolument passionnant de pouvoir travailler encore dans un domaine de la médecine où ce n'est pas une conférence de l'HAS qui va nous apporter la réponse que nous devons apporter à nos patients. Juste deux points que je voulais évoquer. Le premier, c'est ce que vous venez de dire. Je pense que c'est en train de modifier la nosologie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que les outils diagnostiques que vous avez, qui mettent des années pour créer un vrai sens clinique, pour permettre d'y arriver, sont complètement bousculés par ça. Donc c'est normal que ça crée des erreurs. Et c'est ça. Ça, c'est probablement une évolution qui sera probablement positive pour d'autres traitements qui seront plus... c'est typiquement les croisements entre maladies neurodégénératives. Le deuxième, c'est une question technique sur le problème de l'analyse que vous avez eu de votre PHRC. Ouais. Moi, je ne vois pas ça comme une interférence. C'est juste que, généralement, quand on calcule les budgets de PHRC, on oublie totalement la partie analyse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, que vous ayez eu 300 pages, il fallait bien qu'ils justifient leurs 500 000 $. C'est-à-dire qu'il y a des tas de pages de tri à plat qui ne servent absolument à rien qu'on fait en général pour ce genre de choses. Donc, finalement, sur un essai de 96 personnes, je suis étonné que vous ayez été noyé par les données, puisqu'en général, c'est plus clair, surtout qu'il faut que le plan d'analyse, en théorie, soit prévu avant le démarrage de l'essai. Donc voilà, c'est juste un point où il y a quand même pas mal dans ces sociétés d'enfumage, parce que l'industrie pharmaceutique est riche et peut payer pour un certain aveuglement. Voilà, mais si ce n'est qu'on a les autorités de contrôle et la FDA, par exemple, qui, quand on a été présenté le dossier du médicament, nous ont demandé l'intégralité de ces résultats-là. Donc oui, mais on est un petit peu en difficulté, nous, d'aller porter des données qu'on ne maîtrise pas. C'est ça qui nous met un peu en difficulté. Voilà. Donc si pour 5 000 $, moi je vous le fais. On voit bien que derrière ces questions de big data se posent des questions fondamentales d'éthique de la recherche, comme vous avez dit. Donc je passe la parole à Emmanuel. 3 mots à dire. Premier mot, le dernier étant le plus important, donc gardez votre concentration pour le troisième. Premier point, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'interprétation de mes propos à propos des associations. On suit depuis la création d'Espace Éthique tout le mouvement associatif qui a été lancé dans la dynamique des années SIDA. Et rien de ce qu'on fait aujourd'hui, et d'ailleurs le programme de la sécurité en atteste, ne se fait sans l'expertise de la personne qui est proche ou qui est atteinte elle-même par la maladie. Uniquement entre les années SIDA, où le slogan d'Act Up, c'était le silence tue, c'est-à-dire il y avait une information qui était détenue par des professionnels et que les personnes malades voulaient s'approprier aussi pour être partenaires de la décision. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est l'embarras même des professionnels à savoir quoi dire et quoi faire d'une information qui échappe à tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Et donc une certaine impuissance, une remise en cause d'une expertise propre de la personne malade, si ce n'est effectivement toute son envie de faire avancer les choses. C'était le premier point. Le deuxième point, une information qui va vous intéresser. Au mois de juin prochain, alors je ne me rappelle plus de la date, mais vous la verrez sur le site, on organise avec l'Espace Éthique de Haute-Normandie notre première journée éthique MMD, consacrée à la recherche. C'est-à-dire avec l'équipe
une équipe assez dynamique à Caen que certains connaissent. Ça fait des années qu'on est avec eux. Et on s'est dit, il y a quelques mois, au cours d'une conférence qu'on avait organisée, que la question de l'éthique de la recherche, et vous en avez fait vraiment une démonstration, j'imagine que vous serez forcé et contraint de faire le déplacement jusqu'à Caen, il y a des questions extrêmement importantes. Nous, on les avait déjà abordées avec la maladie d'Alzheimer sur la question du consentement, quand on avait privilégié le concept d'assentiment, par exemple. Donc il y a tout un ensemble de nuances, et il y a tout un ensemble de questions émergentes qui ne sont pas à la hauteur des principes de l'éthique. C'est-à-dire, on voit qu'il faut renouveler aussi, et avec notre équipe, on sait très bien que la notion de consentement, la notion de respect de la personne, l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier, tout ça justifie une réflexion. J'invite donc les uns et les autres dans la dynamique de ce qu'on met en place dans le cadre de cet espace éthique MMD de participer à cette réflexion. Et le troisième point, c'était de vous remercier déjà de ces interventions liminaires, et puis aussi, je profite de le dire, de vous remercier les unes et les autres d'être ici. C'est vrai qu'on est dans un petit amphi, demain ça sera beaucoup plus spacieux, studieux, puis on sera au Palais des Congrès, mais on pensait important, et vraiment je remercie encore Léo et Paul-Loup d'être à l'initiative de cette journée scientifique, on pensait important d'avoir cette espèce de petit séminaire. Donc je vous incite pour la suite à prendre position, prenez la parole, vous avez vu que l'échange est quelque chose qu'on doit privilégier. On vous propose une petite pause, de quoi vous réagir, rectifier.